Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du postpartum ou le postnatal. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va développer plusieurs petites idées. Comme d'habitude, ce sera pas du tout exhaustif. Il y a plein d'autres choses à dire. On prendra le temps de développer chaque petite idée en fonction de vos questions, en fonction de ce que vous avez pu lire aussi. Donc on va commencer un peu dans l'ordre. Alors le postpartum, ma petite préparation, elle est, comment dire, elle fait un peu flipper des fois. C'est de toute façon, c'est trop tard. Maintenant, vos bébés, ils sont là, ils sont installés, il va falloir qu'ils sortent. Comme on a très souvent le discours des femmes, mais j'aurais tellement voulu savoir ça avant, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous en parle pas? Pourquoi est-ce qu'on m'a pas prévenu? Donc, je vais pas y aller par quatre chemins, je vais pas vous vendre du rêve et des paillettes. On va parler de un peu tout et en particulier des difficultés du post-accouchement. Alors pas que, on va voir aussi comment faire pour que ce soit plus doux, plus facile, pour que vous ayez des pistes et puis pour être bien accompagné. De toute façon, on ne va pas vous laisser complètement seul. Mais plus vous avez d'informations et plus vous pouvez vous préparer à tout ça. Alors le postpartum, on commence par parler, nous en tant que sage-femme, on appelle le postpartum immédiat, c'est vraiment les 2 heures qui suivent la naissance. Donc pendant ces 2 heures, la sage-femme elle est là, votre bébé il est en peau à peau, on a vu qu'il y avait le moment où on fait sortir le placenta, on vérifie que l'utérus se contracte bien derrière, que les saignements ils sont normaux, et vous, vous admirez votre bébé, vous le découvrez, vous avez toute votre ocytocine qui vous envahit. Bébé va faire son pot à pot, il va ramper, il va chercher le sein. Pendant ces 2 heures-là, moi je vous fiche la paix. Vous restez avec votre bébé et juste je viens de temps en temps vérifier est-ce que l'utérus est bien tonique, est-ce qu'il se contracte bien, est-ce que vous saignez normalement, je prends 2-3 fois la tension. Et puis votre bébé il reste là contre vous, vous allez faire les premières mises au sein. Et au bout des 2 heures, on va commencer à passer à la suite. Donc vous allez vous lever une première fois et alors là c'est toujours un grand moment. Le premier lever où on se rend compte qu'on avait un périnée qui tenait bien d'habitude. Et là on a l'impression que ouf, il y a tout qui descend d'un coup. On a une sensation un peu étrange. Donc le premier lever est toujours un peu particulier. Donc ça on le fait toujours avec sa sage-femme, jamais toute seule. On va faire le premier pipi, voilà, tout semble assez extraordinaire. Après, on se dit mince, des choses qui nous semblaient si simples comme nous lever, faire pipi, on a l'impression qu'on est en train de gravir le Mont Blanc. Mais vous allez y arriver, ça va se faire. Alors, ce qui peut surprendre aussi certaines mamans, c'est que vous avez l'utérus qui va continuer de se contracter. Il va se contracter pour retrouver sa taille d'avant. Alors souvent, après un premier bébé, les femmes, elles le sentent pas trop. Elles sentent des contractions un peu vagues comme des règles. Il y a d'autres femmes qui trouvent ça franchement douloureux. C'est souvent pas aussi bien vécu que pendant l'accouchement parce que on a son bébé dans les bras, on a accouché, c'est bon, on a envie que ce soit terminé. Donc on appelle ça très gentiment les tranchées pour faire un peu, pour effrayer les femmes. Alors on dit que c'est de plus en plus fort au fur et à mesure des grossesses, plus on a d'accouchements et plus ces contractions sont ressenties ou fortes. Alors, l'idéal, c'est de savoir avant, de bien se préparer. Alors, il y en a qui disent que les tisanes peuvent soulager, donc ce sera à tester. Ça peut être tisane de mélisse, tisane de framboisier. Après, moi, ce que je recommande, c'est aussi de les accueillir, de les voir positivement. Ces contractions, elles vont vous permettre d'avoir un utérus qui va retrouver sa taille plus rapidement, de retrouver la ligne. Donc, voyez-les comme la continuité du processus et du fait que votre corps, il marche bien. Donc ça, voilà, ça fait qu'on se lève les premières fois, on a un peu des douleurs partout.
Et on réalise que la position verticale debout, c'est pas du tout la position qui est adaptée pour le post-accouchement. Donc c'est un temps où il faudra vraiment rester allongé le plus longtemps possible, le plus possible. On a aussi les douleurs un peu quand on fait pipi. Alors c'est assez bizarre parce que vous allez avoir l'impression que vous avez un troupeau de vaches qui vous est passé sur le bassin. Vous allez peut-être avoir des crampes, vous n'allez pas vraiment sentir l'envie de faire pipi. Donc ça c'est très important d'y aller vraiment régulièrement. Grosso modo avant les tétées, toutes les 6 heures, il faut penser à aller faire pipi. Parce que cette sensation, elle va mettre un peu de temps à revenir pour certaines femmes. Donc vous sentez les contractions là qui vous gênent, ces douleurs de règles, vous n'êtes pas bien, vous dites ah tiens je vais aller faire pipi, hop on se lève, on va faire pipi, on vide bien la vessie. La vessie elle est sous l'utérus. Donc si elle est pleine, l'utérus il a un peu du mal à se contracter et il y a du sang qui reste à l'intérieur. Si on vide la vessie, hop on a l'utérus qui peut bien se contracter et retrouver sa taille et on a le sang qui s'en va. Donc on saigne moins. Donc l'importance d'aller faire pipi régulièrement. Alors, la question aussi, après l'accouchement, souvent il y a des petites griffures qu'on appelle des éraillures. Alors ça picote quand on va faire pipi. Donc on peut aller faire pipi par exemple sous la douche ou prévoir une petite bouteille d'eau qu'on fait couler sur le périnée pour diluer un peu. On pense à bien boire surtout. Faut pas s'inquiéter, c'est pas non plus la mort, même si voilà, ça picote un peu. Et puis parfois on a des petites déchirures. Alors selon l'importance de la déchirure, selon si c'est droit, si c'est pas droit, pour l'esthétique, voilà, on discute de est-ce qu'on suture pas. C'est très rare que je suture, même des fois des déchirures qui peuvent sembler un peu importantes. Si c'est bien bord à bord, avec beaucoup de repos, on a juste besoin de mettre un cataplasme d'argile. Donc ça, je vous expliquerai, le cataplasme d'argile, on le fait avec de l'argile blanche. On met un petit peu de teinture mère de calendula diluée dans de l'eau et on se fait une jolie pâte et vous étalez ça sur le périnée comme vous feriez un joli masque de visage, sauf que là vous le faites au périnée. Et ça va aider à la cicatrisation et à résorber un peu l'œdème, parce que souvent c'est un petit peu gonflé après le passage. Ça cicatrise très vite et très bien. Ça, souvent, c'est la grande angoisse. Un périnée qui s'est déchiré naturellement, il va se recoller super bien. Les muqueuses, c'est quelque chose qui cicatrise encore mieux qu'une coupure sur la peau ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, ayez confiance dans le fait que ça va bien se remettre. Le repos, la position allongée, ça va aider aussi. Donc tout ça, ça nous encourage à rester allongé, on prendra bien soin de ce périnée. Si jamais il y a besoin de faire une suture, donc de recoudre, on le discute ensemble. Je fais une anesthésie locale, toujours, avant. Je ne suis pas une barbare. Et ensuite, on fait quelques petits points et on enlève les points. En général, j'enlève les points assez vite parce que c'est plus confortable finalement. Une fois que les deux bords sont bien collés, on n'est pas gêné par les fils. Donc ça, c'est pour la partie de très vite les premières heures après l'accouchement. Donc ce moment-là, si vous avez des questions, on le reverra. De toute façon, je vous réexplique toujours tout au fur et à mesure. Souvent, on est un peu dans le jus de l'euphorie de la naissance, donc ça passe relativement bien. Et puis après, on a tout le temps des premiers jours. Alors les premiers jours, visite, pas visite, bon là dans le contexte actuel de notre cher coronavirus, de toute façon vous n'allez pas être envahi de visites, donc c'est pas plus mal. Mais en dehors de ça, si on est sorti du confinement d'ici là, va se poser la question de qui vient, est-ce que je vais pas faire de la peine à la belle famille si je leur dis non, est-ce que... Donc ça va être vraiment un moment, je vous dis, méfiez-vous, vous allez avoir besoin de repos. Et comme je vous l'ai dit quand on parlait de l'allaitement, souvent, nos chers petits, ils sont inversés jour-nuit. Donc vous allez avoir beaucoup de phases d'éveil de votre bébé la nuit et beaucoup de phases de sommeil la journée. Alors le risque,
c'est de vous dire, ah bah super, bébé il est calme, hop, vous avez de la visite, on vient vous voir, on vous dit, oh là là, bah il est super ton bébé, qu'est-ce qu'il est sage, il fait que dormir, c'est trop bien, et vous pendant ce temps-là, bah, vous discutez, vous tenez un peu, voilà, le temps, tant que les gens sont là, puis les gens repartent, après être restés 3-4 heures, et vous, mais vous n'avez pas fait la sieste pendant ce temps-là. Et là, votre bébé qui était très sage, qui restait tout calme pendant que tout le monde était là avec sa piapiaté, il va se réveiller, il va demander le sein, et là, il va enchaîner, et vous allez être crevé. Donc, s'il y a des visites, essayez de choisir bien les horaires. Et essayez de les faire les plus courtes possibles. Vraiment, ça c'est important. Vous prendrez le temps, voilà, vous envoyez des photos, vous faites des petits films, vous faites ce que vous voulez, mais prenez le temps surtout de vous reposer la journée et ne vous forcez pas à avoir des gens toxiques qui vous font pas du bien. Donc c'est là que le papa peut avoir tout son rôle en filtrant un peu les entrées. Alors ne vous interdisez pas non plus de voir des gens qui vous font du bien. Si vous avez une super copine, alors pas la copine qui débarque avec ses 4 gosses qui vont courir partout en hurlant, mais la copine qui va venir, qui va s'asseoir à votre chevet, qui va vous écouter, vider votre sac, raconter tout ce que vous avez besoin de raconter, si ça vous fait du bien, ben elle a le droit de venir. Donc voilà, vous faites les filtres, choisissez vraiment bien les visites. J'ai une fois un couple, j'ai trouvé que c'était pas mal leur idée, c'est souvent on a la petite angoisse du soir. On est là, on va se retrouver toute seule avec son bébé, se dire mon Dieu, là je suis toute seule à devoir gérer la nuit. Voilà, autant bébé a sa petite angoisse du soir, autant les femmes l'ont très souvent. Donc ce qui peut être pas mal, c'est les amis, les papis, les mamies qui viennent à l'heure de l'apéro. Comme ça, en général, c'est l'heure où bébé commence à se réveiller un peu, donc il va s'agiter, il va prendre le sein, donc eux, ils vont voir qu'il ne faut pas vous déranger trop longtemps. À la limite, s'ils sont sympas, ils viennent et ils vous apportent le repas du soir, donc vous n'avez rien à préparer. Et comme ça, vous avez pu faire la sieste l'après-midi, vous pouvez faire la grasse matinée le matin. Donc voilà, pourquoi pas à la limite les inviter à l'apéro du soir, histoire d'être tranquille. Ce qui va être très important aussi, ça va être de vous relayer la nuit avec le papa. Donc ça, j'en ai parlé, déjà un peu pour l'allaitement. Vous allez avoir les hormones qu'il faut pour gérer un bébé qui se réveille la nuit. De toute façon, vous allez vous réveiller. Rien à faire. Donc, autant laisser le papa dormir pour que lui, il assure la journée. Très très important de vous organiser en avance pour n'avoir rien à faire. Rien à faire la journée. Alors ça va être la phase qui va être un peu surprenante, c'est que vous allez arriver peut-être à 16 h de l'après-midi. Vous serez encore en peignoir, les cheveux comme ça, avec votre bébé dans les bras, et vous allez voir l'heure et vous allez dire, mon Dieu, mais il y a eu un trou dans l'espace-temps, que s'est-il passé? Je n'ai rien eu le temps de faire. Ça c'est normal, et ça peut durer peut-être 6 semaines, à être complètement à la ramasse. Parce que vous allez avoir des temps où vous allez un peu vous endormir, et puis regardez votre bébé, puis votre bébé il va téter, puis vous allez le regarder, il s'endort, puis vous regardez votre bébé, vous le regardez encore, et vous le trouvez merveilleux, et puis vous regardez l'heure, et il s'est passé 2 heures. Et là, vous dites, mais comment c'est possible? Donc ça, c'est très 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 important pour vous, pour récupérer, profiter de ces temps-là. Vous n'avez pas à être productive, surtout pas. Vous avez à récupérer et à sécréter de l'ocytocine. C'est très très bon pour la santé, l'ocytocine, donc sniffez-en au maximum. Alors, la petite info aussi, c'est que le crâne d'un nouveau-né va activer les circuits au niveau du cerveau qui sont les mêmes que si vous sniffez de la drogue. Donc, droguez-vous à votre bébé, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous sniffez, comme ça, lui, en plus, il crée un lien d'attachement, il entretient tout ça, et vous faites du bien. Donc, votre bébé est toujours là, surtout vous lui lavez pas la tête, vous lui mettez pas de parfum. Vous sniffez un petit coup quand vous avez un petit coup au moral. Ça va être très très important, ça va être de gérer les variations hormonales. Alors, en général, comment ça se passe? On a 24 heures après l'accouchement où on est un peu super, j'ai mon bébé, il est merveilleux, il est trop beau, voilà, puis on a vu la deuxième nuit de Java, on a les bouts de sein en feu, on a passé une nuit pourrie, alors là on commence à être un peu
c'est pas si cool d'avoir un bébé. Et puis arrive la montée de lait, puis on commence à avoir les seins qui sont tendus, qui sont chauds. Et alors là, le 3e jour, en général, c'est la dégringolade. On a le lait qui coule à profusion, mais les larmes aussi. Mais voilà, il y a une espèce de bascule hormonale qui se fait à ce moment-là. Et c'est complètement normal d'être, voilà, d'avoir ce trop-plein d'émotions. Alors pour certaines, ça va être des pleurs et elles vont se sentir un peu déprimées. Pour d'autres, ça va être de la joie. Mais voilà, on peut se mettre à pleurer sans trop savoir pourquoi. Ce 3e jour, 3-4 jours, là, grosso modo, c'est un moment assez particulier au niveau hormonal. Donc vous êtes normal si vous avez besoin de pleurer à ce moment-là. Pour la petite info, quand on avait des vaches laitières, nous à la ferme, mon beau-père me disait ah mais tu sais, les vaches aussi elles font le baby blues, et il m'avait montré que au moment de la montée de lait, au 3e jour, elles étaient effectivement souvent pouf, toutes molles, toutes flagada, elles sont là, elles suivent un peu le troupeau, elles restent à part, elles mangent rien. Voilà, et ça arrive aussi chez les vaches. Donc c'est certainement aussi assez purement hormonal. Donc il dit ben, on lui rapproche son petit veau, on lui donne des compléments alimentaires, des vitamines. Donc ben, faites-vous la même chose en fait. Hein. Prenez votre bébé, vous le sniffez, pensez à bien manger, des choses variées, des choses que vous aimez, avec plein de vitamines. Faites le plein à ce moment-là. Vous avez aussi tous les minéraux qui vont partir dans le lait pour la montée de lait. Donc il faut absolument bien vous minéraliser en ayant une bonne alimentation. Prévoyez-vous aussi des petits bols avec des fruits secs, des noisettes, des amandes, des avocats, des purées d'oléagineux, plein de trucs que vous avez à côté du lit, à portée de main, que vous pouvez grignoter n'importe quand pour vous requinquer, parce que les heures des repas, ça va être un petit peu n'importe quoi. Là aussi, c'est là que l'accompagnant, soit le papa, soit si vous avez une doula, une amie, une grande sœur qui est là et qui s'occupe de vous, bah, ça va être à eux de faire en sorte que vous ayez à manger. Parce que vous allez peut-être complètement oublier de vous faire à manger. Alors ça peut vous sembler un peu fou ce que je vous dis, là, si vous n'avez encore jamais eu d'enfant, mais votre nombril, vous allez le perdre. Vous allez avoir votre bébé qui va être au centre de toutes vos attentions et vous allez passer complètement après. Vous allez oublier l'heure, vous allez oublier tout. Donc c'est là que c'est important. Vous donnez tout votre temps, toute votre affection à votre bébé. Et les personnes qui vous entourent, le papa, les amis, sont là pour eux vous nourrir d'amour, d'attention, de vous envelopper pour que vous puissiez ensuite le transmettre à votre bébé. C'est un système de vase communicant. Donc n'ayez absolument pas de honte ni d'inquiétude à demander de l'aide et du soutien. Il en faudra de toute façon, c'est indispensable. Parce que tout ce que vous allez donner à votre bébé, sur ces démarrages-là, c'est absolument énorme. Donc ce que je rappelle toujours, c'est que dans les cultures où on respecte les femmes, la femme, elle va rester pendant 1 mois, à peu près, là. Ça dépend, certaines cultures, ça va être 2 semaines, d'autres c'est 6 semaines. 1 mois où toute la communauté va prendre soin d'elle. Elle va avoir absolument rien à faire. On s'organise pour qu'elle soit tranquillement allongée, juste à s'occuper de son bébé et mettre en place son allaitement. On lui masse les jambes pour éviter qu'elle fasse des phlébites, vu qu'elle ne se lève pas, et on lui sert à manger. Et elle a interdiction de s'occuper de la maison et de l'intendance. S'il y a des aînés, il y a du monde pour s'en occuper. Donc ça, c'est vraiment le secret d'un postnatal réussi. Dans ces cultures-là, on n'observe quasiment pas de dépression postnatale. Donc, rappelez-vous que vous êtes peut-être dans un autre contexte, mais essayez de vous mettre en tête que normalement, l'idéal, c'est ça. C'est que vous n'ayez rien à faire d'autre pendant 4 à 6 semaines peut-être, que juste de mettre en place votre allaitement, de vous requinquer de l'accouchement et de la grossesse, et de prendre soin de votre bébé. C'est déjà un énorme programme. Donc voilà, vous pouvez commencer par faire ça. Donc le papa, il est briefé, il faut qu'il soit là, ou alors, s'il n'est pas prêt à assumer ça, qu'il trouve un moyen qu'il y ait des personnes qui soient là pour prendre le relais.
Donc si vous avez allez, des parents ou des beaux-parents sur qui vous pouvez compter, qui sont sympas, qui peuvent venir squatter. Alors, vous voyez comment vous entendez dans l'idéal, c'est peut-être pas dans la maison, mais hop, ils louent un gîte à côté et ils viennent donner un coup de main. Euh, ou bien une amie, une grande sœur, voilà, quelqu'un de fiable, une doula, qui va vous aider dans ce moment-là. Ça, c'est le plus important pour le postnatal. Comme ça, vous récupérez. Et puis, presque, il faut que vous en ayez ras-le-bol au bout d'un moment. Parce que si vous sortez avant d'en avoir vraiment, vraiment envie, ensuite vous allez un peu vous étioler là. Alors méfiez-vous aussi parce que des fois on a un accouchement, ça arrive, super simple, super facile et on pète le feu derrière et donc les femmes se reposent pas parce qu'elles se sentent particulièrement en forme et là c'est un peu plus tard qu'elles vont le payer. Donc même si vous êtes en forme, vous vous forcez à faire au moins une semaine, 10 jours, tranquille, tranquille, pépère, au ralenti, avec vraiment le strict minimum. Vous vous levez pour manger. Vous pouvez aussi tout simplement aller vous installer sur votre canapé, rester allongé, et puis si vous avez des aînés, faire un jeu de société avec eux, discuter avec les personnes qui sont là, mais vous restez allongé avec votre bébé contre vous. Voilà le programme pour ce post-natal. Ensuite, voilà, faut pas vous étonner aussi si vous avez des comportements qui peuvent sembler un peu bizarres. Cette idée que quand même ce bébé à un moment donné va falloir couper le cordon. Alors autant vous dire que c'est surtout pas surtout pas dans les premières semaines. Vous allez être en mode mammifère, on a vu, autant pour l'accouchement que là, ça perdure en fait. Votre bébé, vous êtes accroché en lien avec lui. Donc on a parlé de l'importance de cette odeur. Alors peut-être vous avez entendu parler des lapines qui sont très très attachées à l'odeur de leur petit lapro et si jamais on les touche et qu'il n'y a plus leur odeur, elles s'en occupent plus. Alors vous n'allez pas aller jusque là, mais si jamais votre bébé il passe de bras en bras et qui va en particulier dans les bras de la grand-tante là que vous avez un petit peu du mal en plus à encadrer, qui sent super fort son parfum, et là vous récupérez votre bébé et votre bébé il sent plus vous et là ça peut vous mettre dans tous vos états, c'est la fin du monde. Ça c'est normal. Donc essayez d'éviter de faire passer votre bébé dans les bras des autres, allez vous dire tiens c'est l'heure de la tétée, voilà. Il n'y a pas de honte à avoir à ne pas partager son bébé. Voilà, vous l'assumez, c'est comme ça. Peut-être que vous serez à l'aise à le laisser dans les bras des autres, mais en général, c'est pas quelque chose de spontané et c'est normal aussi parce qu'on va essayer d'éviter qu'ils prennent les germes de la tati, de la mamie, de machin. C'est mieux qu'il ait les germes que vous avez vous, qui connaît, et vous lui transmettez en plus vos anticorps dans l'allaitement. Donc c'est complètement naturel de ne pas avoir envie de lâcher son bébé et de le mettre dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc ça on l'assume, vous n'avez pas de problème si ça vous semble complètement fou et délirant de voilà, mon bébé je le garde contre moi. C'est ok, c'est complètement ok. Ensuite, on va parler du bouleversement familial. Donc avoir un bébé, que ce soit un premier bébé, un deuxième, un troisième, ça secoue toujours un peu. On dit en particulier le premier, parce que vous partez avant la naissance, vous êtes deux, vous êtes l'homme, la femme, et puis vous revenez après la naissance, et alors là vous êtes 5, vous êtes l'homme, la femme, le papa, la maman et votre enfant. Il va falloir jouer avec tout ce monde-là. Donc ça c'est pas évident. Chacun va devoir trouver sa place. En général, la femme, elle est un peu cachée. La maman, elle prend toute la place dans l'histoire. Le bébé aussi toute la place. Le papa, il va voir, il va chercher pour voir comment il se positionne progressivement. Et donc, il peut y avoir des frustrations. Ben voilà, on peut être un peu en manque, soit en tant que femme, de se dire mais mince, mais quand est-ce que je suis femme, maintenant je suis plus que mère, ou bien ça peut être le conjoint qui vient nous reprocher, et oh, il n'y en a plus que pour ce bébé. Donc tout ça, ça va se tricoter, se replacer, et ça prend du temps.
ça prend du temps. Dans l'idéal, gardez contact avec quelques personnes qui ont des enfants à peu près du même âge que les vôtres pour pouvoir échanger, discuter. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes vraiment pas tout seul à passer des moments de conflit dans le couple. En plus, vous avez vos idéaux de, bah voilà, moi en tant que mère, j'ai envie de transmettre ça et ça. Puis bah, votre conjoint, il n'a pas forcément les mêmes idéaux, les mêmes projets parce qu'il a grandi dans un autre système. Et bah, jusque-là, vous étiez juste l'homme, la femme, vous vous entendiez relativement bien comme ça. Et là, bah, on ajoute une nouvelle donnée. Et chacun va avoir ses valeurs à apporter. Et ça va forcément, ça va secouer un petit peu. Donc ça, c'est aussi un temps qui va faire qu'il va y avoir beaucoup de changements dans votre couple. Alors c'est super intéressant, ça secoue aussi. Bon, c'est pas un scoop, mais c'est peut-être pas rigolo à dire, mais quand même, il faut savoir qu'il y a énormément de couples qui se séparent dans les 2 premières années qui suivent la naissance d'un enfant. Donc le dialogue, c'est hyper important. Parce que s'il y avait des petits déséquilibres là, plus la fatigue, plus voilà, ces différences, ben, ça peut péter à la figure. Donc parlez, n'hésitez pas à parler autant dans le couple que de vous retrouver, bah, vous entre femmes peut-être, le conjoint entre hommes, pour qu'ils puissent chacun échanger, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui remonte, quelle colère, quelle frustration. À quoi ça vous ramène, vous, de devenir maman? Alors, pour peu que, bah, par exemple, vous avez une petite fille, et ben, ça vous rappelle votre relation avec votre mère, donc ça vous secoue aussi. Ou votre conjoint, bah, lui, il est rappelé à tiens, l'image du père qu'il avait, qui est peut-être absent, peut-être positive, peut-être négative, et il va être aussi extrêmement chamboulé avec tout ça. Donc, chacun va être chamboulé dans son histoire, dans sa vie, et il va falloir faire avec tout ça. Plus avec la fatigue qui se surajoute d'un bébé qui est demandeur. Donc l'idéal, c'est d'essayer, peut-être, s'il y en a la possibilité, de poser déjà un petit peu les choses avant la naissance. Dire, tiens, bah moi, qu'est-ce que peut-être qui va remonter et accepter qu'il y ait des choses qui remontent et que ça vous remue. Moi, des fois, je conseille aux femmes d'avoir un petit calepin, un petit carnet, et puis d'écrire ce qui leur vient, ce qui leur traverse l'esprit, sur ces moments-là aussi, les découvertes, et puis les belles choses. Ah bah tiens, là, qu'est-ce que je trouve merveilleux dans ces petits instants-là. Donc moi, j'ai fait un petit livre d'or, donc je vous le ferai passer sûrement, que je remets aux mamans après la naissance, et je leur propose de témoigner de ce qu'elles vivent après l'accouchement. Parce que généralement, c'est un truc qu'on oublie. Alors ça, c'est complètement fou. Il y a certaines femmes, quand elles arrivent après la naissance, et pourtant c'est leur deuxième, elles sont là, oh, mais c'est vrai, j'avais oublié tout ça. Ou alors certaines disent, mais pourquoi on nous en parle jamais? On nous parle de l'accouchement, on nous parle de ceci. On nous parle jamais du post-accouchement, de toutes les douleurs, des saignements, des seins qui tirent, du fait qu'on a envie de jeter notre bébé par la fenêtre, du fait qu'on pleure, de tout ça. C'est assez énorme, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Et je pense qu'il y a une réelle amnésie de la plupart des femmes, et puis peut-être une idée qu'on veut préserver, qu'on ne veut pas faire peur, que peut-être on est la seule à avoir vécu un tsunami émotionnel. Donc je me suis dit, bon, bah, on va faire ce petit livre, comme ça, tant que c'est frais, et ben chaque femme, elle est super honnête et elle raconte les galères qu'elle traverse. Et puis elle va donner aussi tous les petits trucs qui l'ont aidé à passer le cap, à dépasser ces moments difficiles, ces petites recettes, voilà. Donc je vous le fais passer. Si vous avez envie d'écrire un truc, vous pouvez écrire dessus. Et puis si vous avez juste envie voilà, de vous imprégner des autres témoignages et de vous sentir moins seul dans ce que vous vivez, ben voilà, c'est ok aussi. Donc ça c'est important aussi de vous rappeler que toutes les femmes, à un moment donné, elles peuvent être ébranlées à ce moment-là en particulier. Ça peut être encore plus fort quand la naissance a été difficile. Et des fois, au contraire, on peut avoir eu soit la grossesse a été compliquée ou l'accouchement et
Finalement, on se dit, ah là là, ouf, maintenant ça y est, c'est fini, tout va bien, j'ai mon bébé. Mais à l'inverse, il y a des femmes qui peuvent avoir une grossesse, un accouchement de rêve, et c'est le post-accouchement qui va faire la bombe atomique un peu dans leur histoire. Donc ça, voilà, ça peut arriver. Ce qui va être très très important aussi, c'est de ne pas rester seul avec ça. Si vous sentez que vous avez des vagues émotionnelles, que vous pleurez facilement, que vous avez des idées noires qui traînent, et que ça passe pas au fur et à mesure des jours, et que ça vous envahit, et que ça vous parasite aussi dans le temps que vous pourriez passer échanger avec votre bébé, prenez le temps d'en parler, super important. Donc on se revoit à la visite postnatale des 6 semaines après l'accouchement. Donc moi je passe pendant 3, 4 jours, 5 jours après la naissance. S'il y a besoin, je continue de passer un peu plus loin, voilà, tous les 2-3 jours. Et grosso modo, je peux venir jusqu'à 15 jours après la naissance. Ensuite, vous êtes autonome et on se revoit 6 semaines après l'accouchement pour faire le point un peu sur ce que vous avez vécu. Donc là, c'est le moment d'en parler. Mais des fois, ça surgit que après. Donc n'hésitez pas aussi à en parler, à pas rester seul. Il peut y avoir du transgénérationnel, plein de trucs, on ne sait pas ce qui va remonter. Mais restez pas seul avec ça. Il y a quand même 10% des femmes qui vivent des dépressions après l'accouchement. C'est un coup, si on s'enfonce là-dedans, à ce que ça perturbe aussi le lien avec son bébé. Donc d'en parler, d'être accompagné, de trouver des professionnels pour rester avec vous, de ne pas être seul et d'avoir des clés, c'est hyper important aussi. Donc ça, c'est le message pour les papas, pour les amis, tout ça, qui accompagnent les mamans qui viennent d'accoucher. Des fois, la femme s'en rend pas compte. Elle est là, elle est dans sa bulle, elle est prise dans son truc, et puis elle va s'occuper très très bien de son bébé, parce qu'elle voilà, elle va être à fond, ça va être son truc, puis elle s'oublie complètement, et on a l'impression que c'est une zombie un peu, là, ou qu'elle pleure hyper facilement, qu'elle est pas heureuse, pas joyeuse. Donc là, c'est important de mettre le doigt dessus, et d'en parler, et de trouver des liens, de ne pas la laisser comme ça. Donc voilà, les papas, vous repérez si vous trouvez votre femme vraiment pas comme d'habitude. Important, on en parle, on appelle la sage-femme et puis on le voit pour faire un lien. Donc ça c'est pour le côté maman, le côté voilà. J'ai toujours beaucoup de questions autour des soins du bébé. Alors le bébé, moi je suis très minimaliste. C'est-à-dire que les soins après la naissance, moi j'ai expliqué, en général, on touche pas au cordon tant que le placenta n'est pas sorti, et tant que les parents m'ont pas dit ah au fait on fait quoi du cordon. Donc en général il se passe 1 heure ou 2. À partir de là, si vous avez un petit lien, il y en a qui ont des jolis petits liens de cordon là tout tricotés, ou moi je prends un petit fil de coton blanc, on attache, on laisse un petit peu de longueur au niveau du cordon, et on peut le passer à la teinture mère de calendula. Ensuite, on laisse tranquille, on n'y touche pas. Et puis, quand il commence à sécher, alors je le laisse exprès, je le laisse assez long. Je laisse 7-8 cm, parce que le cordon sèche beaucoup mieux, beaucoup plus vite quand il est long. Donc si vous accouchez en maternité, vous pouvez mettre sur votre projet de naissance que vous voulez qu'on laisse assez de longueur. C'est des cordons qui sèchent beaucoup mieux et qui tombent beaucoup plus vite. Une fois qu'on a passé ce cordon là, on le laisse à l'extérieur de la couche, surtout pour qu'il sèche bien. Alors il va sécher, il ne faut pas s'étonner, certains cordons puent le saucisson sec, vraiment, ça sent très très fort parfois. C'est normal, vous avez toutes les petites bactéries qui font leur travail, ça reste vos bactéries. Ce qu'on peut faire pour aider, c'est que vous allez voir à la base du cordon, tout autour, juste au niveau du nombril, là, ça va être un petit peu jaune, jaune pas très beau, là. Et donc là, on peut mettre de l'argile blanche en poudre. Ça va absorber un petit peu le jus, et ça va assécher le cordon de nombril. Et généralement, juste en faisant ça, allez, entre 5 à 8 jours, le cordon il tombe. Et on a le petit nombril qui va se refermer progressivement. Donc dans le creux du nombril, si ça saignote un petit peu, si ça suinte encore un petit peu, on peut rajouter de l'argile blanche en poudre dedans. Si jamais ça coule, vous pouvez aussi le nettoyer avec votre lait. Le lait maternel, c'est un super nettoyant, super désinfectant.
Et moi, ce que je recommande par rapport au bain, c'est de pas donner de bain tant que le bébé n'a pas repris son poids de naissance et tant que le cordon n'est pas tombé. Pour plein de raisons. Votre bébé, il a besoin de s'économiser. Quand on lui donne un bain, bah, à un moment donné, on le met tout nu, on le met dans l'eau, même si on le met dans l'eau à 37 degrés, quand il sort de l'eau, il a froid. Le temps qu'on le sèche, même si c'est pas très long, pour lui c'est pas évident de se réchauffer et donc il va griller des calories. Donc ça va être plus difficile pour lui de reprendre son poids. On va essayer de l'économiser, on va pas le fatiguer. Donc on évite les bains pour ça aussi. Ensuite, bah, ça mouille le cordon, donc ça ralentit le séchage et la chute du cordon. Et l'autre raison, c'est que votre bébé, bah, il n'est pas sale. À la naissance, quand il sort, il peut être des fois tout blanc et tout crémeux, plein de vernix, et sa peau qui est très très fine va tout absorber. Et donc il a un petit film lipidique là, qui le couvre, qui le protège des infections. Si on le met dans l'eau et qu'on le lave avec un peu de savon, on perd tout le film lipidique. Et donc il se retrouve un peu nu et il perd toute sa flore qu'il avait sur la peau. Donc ça, on évite à tout prix. Si jamais vous avez besoin de le laver à un moment donné, même voilà, et on va dire au bout de 7-8 jours, il a repris son poids de naissance, le cordon est tombé, il vous fait un caca atomique qui déborde de la couche, il en a jusqu'en haut du dos, jusqu'en bas des pieds. Vous le lavez à l'eau, éventuellement, un tout petit peu de savon sur les fesses si c'est collé, et rien de plus. Surtout la tête, ne la lavez pas. Donc ça, comme je le disais avant, pour l'importance de l'odeur. Si vous lavez la tête, vous perdez l'odeur de votre bébé, alors souvent c'est la catastrophe. Les femmes, elles frottent leur bébé sous les aisselles là, pour retrouver cette odeur-là. Donc vraiment, votre bébé, voilà, les bains, ensuite quand vous déciderez d'en donner, vous verrez le rythme, voilà, c'est absolument pas obligatoire. Si vous voyez que votre bébé il aime ça, que ça le détend, ben vous pouvez le faire. À la limite, vous faites un bain sans savon. Et puis vous voyez, mais pas plus de tous les 2 jours, quoi. Tous les 2-3 jours, et puis tranquille pour le bain, surtout on se met pas la pression, il n'y a pas d'urgence à baigner un bébé, et il y a des femmes qui baignent pas leur bébé avant 1 mois, et c'est ok aussi. Votre bébé, vous pouvez voir aussi qu'il a la peau qui va peler parfois. Alors en particulier ceux qui sont arrivés bien au bout de la grossesse, voire qui ont joué les prolongations, ils pèlent comme des petits serpents. Donc, vous pouvez lui passer de l'huile d'olive sur la peau. Attention à pas passer des crèmes et 36 000 trucs parce que leur peau elle est très fragile, elle est très fine, ça peut être allergisant. A priori l'huile d'olive c'est l'huile qui est la moins allergisante. Donc les 3 premiers mois, ça peut être une bonne option d'utiliser ça. Le cododo. Le cododo, ça va être important de bien l'organiser. Donc ça c'est pareil, on pourra approfondir, vous pourrez un peu vous renseigner, lire dessus. On a vu que c'était super pratique pour l'allaitement. C'est sécuritaire si c'est fait dans des bonnes conditions. L'idéal c'est d'avoir le lit cododo ou un matelas qui est accolé à votre lit. Vous pouvez mettre votre matelas par terre et mettre un autre matelas à côté. Votre bébé il est en turbulette. On ne lui met pas des couvertures, des oreillers, des couettes pour éviter qu'il soit recouvert et caché et qu'il prenne chaud, qu'il respire pas bien, voilà. Donc ça c'est important. Il doit dormir à côté de vous. Évitez de mettre votre bébé entre vous deux dans le couple. Surtout si vous avez qu'une seule couette parce qu'il se retrouve là sous une couette, il chauffe, il monte en température, c'est pas bon du tout ça. Donc si de temps en temps, parce que vous changez de sein, vous voulez le mettre entre vous deux, l'idéal ça peut être une couette chacun par exemple, comme ça, bébé entre les deux. De faire attention de ne pas le mettre au bord du lit, au bord du vide, mais ça semble logique. De pas être en cododo avec votre bébé proche de vous si vous prenez des somnifères, si vous n'avez pas toute votre vigilance. Normalement, une femme qui allaite, qui ne prend pas de médicaments pour dormir, elle a toute sa tête, elle a toutes ses antennes qui sont sorties pour pas se coucher sur son bébé et pour ne pas l'étouffer. Donc ça, voilà, détendez-vous avec ça.
Donc le cododo, voilà, l'idéal c'est d'organiser un petit peu l'espace pour avoir un peu de place. Comme j'ai expliqué quand on parlait de l'allaitement, ça peut être une option au début si le sommeil est compliqué et un peu agité, que le papa il se prévoit d'avoir des nuits complètes dans une autre chambre pour bien récupérer. Et vous vous retrouvez le soir avant de vous coucher, le lendemain matin au petit matin. Voilà, trouvez votre équilibre. Ça vous évite quand même le cododo, d'avoir à vous lever, de changer de pièce, de devoir tendre l'oreille pour savoir si votre bébé vous appelle. Ça va vraiment vous faciliter la vie. Et il y a des études qui ont montré que le cododo, ou dormir au moins dans la même chambre que l'enfant pendant les 6 premiers mois, ça diminuait le risque de mort subite du nourrisson. Parce que votre bébé il va se caler sur votre respiration aussi. Voilà, en tout cas c'est des théories, mais ça peut être bénéfique pour les 6 premiers mois au moins. Et ne fermez pas la porte au fait que peut-être vous allez avoir envie ou besoin de dormir plus longtemps avec votre bébé, ou peut-être que ça ne vous conviendra pas et que vous préférerez avoir votre bébé dans une chambre à côté. Donc ça c'est pareil, il y a chaque famille qui va trouver ce qui lui convient. Il n'y a pas de bonne méthode, de méthode absolue, vous n'êtes pas une mauvaise mère si vous faites telle ou telle chose. Ça on y reviendra, hein, le gros problème de ce que vous allez traverser de toute façon, ça va être la question de être une mauvaise mère. C'est le questionnement de toutes les femmes. La grande problématique, il faudrait pouvoir donner un grand coup de pied à ça, mais forcément ça va vous titiller. Donc là je le rappelle encore et encore, quels que soient vos choix, quelle que soit votre manière de vous organiser avec votre bébé, vous allez tâtonner et peut-être vous ferez même pas pareil d'un enfant à l'autre. Et ce sont vos choix, et si vous vous trouvez un équilibre là-dedans, c'est que c'est la bonne réponse. Voilà. Par rapport aux besoins du bébé aussi, de savoir que votre bébé, il peut avoir des moments où il va pleurer, et où peut-être vous aurez répondu à tout. Le bébé pleure, vous allez chercher, est-ce qu'il a faim? Bon, s'il a tété, qu'il régurgite, qu'il n'en peut plus, ah bon, c'est pas de la faim. Est-ce qu'il a les fesses propres? Hop, on vérifie, il a les fesses propres. Est-ce qu'il a besoin de câlin, il a besoin de proximité, il a besoin d'être dans les bras, il a besoin de calme? Une fois que vous avez tout épuisé, que votre bébé il pleure encore, il faut savoir que les bébés, ils ont un cerveau immature, qu'ils ont plein d'informations qui leur arrivent, et au bout d'un moment, ils sont en état de saturation. Ils n'ont pas moyen de le verbaliser, de l'exprimer. Le seul moyen qu'ils ont de vider la soupape, c'est de pleurer. C'est ce qu'on appelle les pleurs de décharge. Donc ces pleurs-là, c'est pas la peine d'essayer à tout prix de faire téter votre bébé, de lui mettre un truc dans la bouche, de vous affoler, de vous dire que vous passez à côté de quelque chose, que vous ne comprenez pas votre bébé. Juste peut-être votre bébé, il a besoin de pleurer un coup et il a besoin d'être dans vos bras. Donc on peut rester avec son bébé, éventuellement on met les boules caisses ou le casque anti-bruit. Souvent c'est le soir, quand tout devient calme là, il y a eu tout plein de visites dans la journée, donc il a eu plein de stimulations, puis il est resté très calme, hein, il a fait que dormir, mais il y a eu toutes ces infos, là, toutes ces odeurs, tout ça, et puis là, hop, ça remonte. Comme vous, quand vous avez passé une journée pourrie, vous vous êtes planté en voiture, votre patron vous a engueulé, vous avez votre chat qui s'est fait écraser, voilà. Vous arrivez, vous rentrez chez vous, et là, voilà, vous avez vraiment besoin de vider votre sac. Donc il y a plusieurs solutions, soit vous buvez bière après bière, c'est peut-être pas la meilleure solution, soit votre chéri il arrive, il se met à vous bercer très vite, ah regarde les petits oiseaux machin, soit il vous colle une tétine dans le bec ou un truc à manger, voilà, avec écrit ta gueule dessus, soit juste il s'assoit en face de vous et puis il vous écoute et vous videz votre sac, peut-être vous pleurez, voilà, et à la fin ça va... voilà, vous avez vidé votre sac, et juste ça va mieux, et vous aviez juste besoin de ça, d'être écouté. Et votre conjoint, ça lui passe au-dessus, voilà, c'est pas pour lui. Et bien là, ça va être un peu la même. Votre bébé, il va avoir besoin de vider ça et d'entendre qu'il est accueilli et entendu. On ne laisse pas un bébé pleurer tout seul. Dans la mesure du possible, on reste avec lui, on lui parle doucement, on lui dit qu'on l'aime,
qu'on comprend, qui vide son sac. Et lui, pendant ce temps-là, il y a plein de choses au niveau de son cerveau qui sont en train de se ranger dans les bonnes cases. Et à la fin, il va faire un grand soupir, et il va s'endormir, il va dormir beaucoup plus profondément. En peau à peau ou en portage, ça peut aussi l'aider à se calmer plus rapidement. Donc voilà, ça peut arriver. Des fois, c'est des pleurs qui sont assez longs. Des fois, ça arrive juste après la naissance. Il y a des femmes qui sont très étonnées, leur bébé, il a juste quelques minutes, tout va bien à la naissance, et il pleure, et il pleure, et il pleure, et il pleure. Il dit, bah oui, peut-être il vide son sac, peut-être qu'il a eu des moments de stress aussi pendant la naissance, et qu'il a besoin d'exprimer tout ça. Donc votre bébé, il s'exprime aussi, et ça peut faire partie de ses besoins physiologiques. Une fois qu'on s'est assuré qu'il n'y avait pas de problème. Si jamais votre bébé il pleure, et vous en pouvez plus, vous avez qu'une envie, c'est de le jeter par la fenêtre, alors ne vous culpabilisez pas que ces pensées vous traversent. Hein. Chaque parent, je pense, a eu à un moment donné des idées un peu loufoques de comment se débarrasser de son enfant. C'est ok dans la mesure où vous ne le mettez pas en œuvre. Ben, soit vous prenez du relais, vous avez quelqu'un, vous passez votre bébé et vous allez faire un tour dehors. Soit ben, vous le mettez dans sa chambre, vous lui expliquez, écoute là juste moi j'en peux plus, je vais prendre l'air et puis je reviens te chercher, et c'est ok, il vaut mieux faire ça que de secouer son bébé. Donc ça c'est un petit rappel, on ne secoue jamais un bébé. Voilà, c'est un geste qui peut avoir des conséquences irréversibles pour votre bébé, qui peut être mortel ou voilà. Donc ça, on ne secoue surtout pas un bébé. Donc si on sent qu'on pète les plombs, on demande du relais ou on le pose. Et une fois qu'on a soi-même vidé son sac, crié un grand coup. Si votre bébé il a besoin de décharger, peut-être que vous aussi. Et une fois que ça va mieux, vous pouvez reprendre votre bébé. Voilà, donc ça c'était les petits rappels sur les besoins de bébé, sur les vôtres aussi. Donc vous aussi, quand vous écoutez votre bébé pleurer, vous avez le droit de pleurer aussi. Vous n'avez pas forcément un problème si vous pleurez, dans la mesure où le reste du temps vous allez bien. Ça peut vous faire du bien aussi de vider votre sac. Et comme pendant la grossesse, en général, les semaines qui suivent, on a beaucoup d'émotions qui montent. Ensuite, on a parlé donc des besoins de bébé. On va parler maintenant d'une question, et toujours un petit peu, voilà, la question se pose souvent un peu tabou, la reprise de la sexualité après la naissance. Alors, déjà, les petits rappels, c'est que après un accouchement, on saigne en général bien les 2 premiers jours, assez abondamment, comme des grosses règles, et puis ça va diminuer. Alors ça dépend du profil de chaque femme, on peut saigner pendant une semaine, puis des fois 10 jours. Chez certaines qui saignent un peu plus, ça peut être 15 jours, ça peut s'arrêter, reprendre, et on peut avoir des petits spottings pendant 1 mois ou 6 semaines des fois. Donc ça c'est normal. Pendant ce temps-là, il y a des femmes qui se disent, bon bah moi, tant que ça saigne, je ne reprends pas du tout. Il peut y avoir aussi le périnée qui a besoin de cicatriser s'il y a une déchirure. Dans tous les cas, même si des fois en sortant de la maternité, on vous donne une pilule, allez hop, vous pouvez commencer à prendre votre pilule au bout de 2-3 semaines après l'accouchement, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de reprendre les rapports au bout de 3 semaines après l'accouchement. Donc ça, c'est aussi important de ne pas rentrer dans les injonctions de reprendre une sexualité vite ou pas vite. Donc ça, c'est vraiment vous, quand vous le sentez, quand vous êtes prête. Donc certaines femmes, ça va être 15 jours, et puis d'autres, ça va être 6 mois, et puis d'autres, ça va être 1 an. Et aussi, ce qu'on rappelle, c'est que la sexualité, elle a plein de formes. C'est pas forcément une pénétration. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. C'est important de parler s'il y a des appréhensions, d'y aller tranquillement, peut-être de se réapproprier son corps aussi. Il va y avoir des femmes qui vont avoir besoin de regarder la tête que ça a changé. C'est sûr que votre sexe il va changer un petit peu. Alors, ça peut être un peu surprenant pour une femme. Moi je parle souvent
du petit V de la victoire, en bas de la vulve, on a comme un petit U. Et puis quand le bébé passe la première fois, ben souvent ça s'ouvre un tout petit peu vers en bas, ça fait un petit V. Ça change un peu. Alors c'est le petit V de la victoire. Mais on peut avoir, voilà, pour certaines femmes c'est assez compliqué de se réapproprier ça, cette nouvelle anatomie. Puis on a le ventre qui est tout fripé, qui est un petit peu mou, souvent on a gardé un peu des hanches. On a la poitrine qu'on trouve super envahissante. Alors il y a des femmes qui se disent mon Dieu, mais c'est monstrueux, j'ai des seins qui sont énormes. Et puis d'autres qui au contraire vont se sentir extrêmement fières d'avoir cette poitrine là qu'elles n'ont jamais connue avant. Donc on ne sait pas trop comment on va se réapproprier ce corps. Donc certaines femmes se sentent super femmes là d'un seul coup et elles ont trop envie de, voilà, de découvrir ce nouveau corps. Et puis d'autres au contraire c'est juste un sentiment de rejet par rapport à l'image qu'elles ont l'impression d'envoyer. Donc ça aussi très important d'en parler à votre conjoint, de lui dire comment vous vous sentez par rapport à votre corps. Et vous, les hommes, vraiment soyez très, ou les conjoints ou les conjointes, voilà, s'il y en a, faites très attention aux mots que vous pouvez dire. Soyez très encourageant et valorisant par rapport à votre compagne. Rappelez-vous que voilà, son corps il a été transformé pour faire quelque chose d'assez miraculeux quand même. Donc valorisez-le dans ce sens-là, pas de petits commentaires, voilà, même si vous êtes contrarié, même si vous vous êtes engueulé, c'est surtout pas le moment de faire des commentaires ou des remarques désobligeantes sur le corps de votre compagne. Et si ça arrive, ben, prenez le temps d'en parler, de vous excuser si ça n'a pas été bien reçu alors que ce n'était pas forcément l'idée. Mais voilà, il peut y avoir déjà ça qui peut être assez bouleversé chez une femme. Et puis le désir qui va être peut-être complètement éteint ou juste à certains moments, ou qui va être là, mais la femme va être tellement fatiguée ou alors elle va avoir tellement d'appréhension que ça va prendre du temps avant de revenir. Donc rappelez-vous voilà, que ça peut être très lent. Alors comme j'ai dit, la sexualité, c'est plein d'autres choses. Donc ça peut être d'abord juste des temps de rapprochement, refaire connaissance, parler. Alors si les femmes, elles n'ont pas envie, moi je vous dis surtout, ne fuyez pas votre conjoint en essayant d'éviter le sujet. Il vaut mieux plutôt en parler et dire bon là écoute, moi c'est pas toi que j'aime plus là ou que j'aime pas. C'est juste que moi je suis pas prête, ou je suis trop fatiguée, ou j'ai pas envie, mais je t'aime toujours autant. Parce que voilà, pour un conjoint ou une conjointe qui se trouve d'un seul coup comme ça, plus avoir aucune demande en face, il peut y avoir un sentiment de rejet. Pour peu qu'il y ait des souvenirs de quand il y a eu le petit frère ou la petite sœur qui est arrivé, voilà, il y a 30 ans, et qu'on s'est senti rejeté, peut-être il y a ça aussi qui peut se jouer à nouveau. C'est mince, je dois partager avec ce bébé. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter et qui peuvent être un peu délicates et douloureuses à aborder. Donc prenez vraiment le temps d'en parler, de ne pas le fuir. Prenez le temps de vous retrouver par des massages, par des temps de douceur. Vous allez être interrompu en plus par votre bébé de toute façon, donc ça aussi, ça peut couper un peu la chic. Hein. Et puis bah, pour certaines femmes aussi, elles ont leur quota de contact avec bébé, avec l'allaitement, et elles n'ont pas d'autres envies du tout. On peut avoir aussi une sécheresse vaginale pendant les semaines qui suivent après l'accouchement. Vous pouvez prévoir des lubrifiants à base d'eau, si vous utilisez des préservatifs surtout. Voilà, prévoyez de prendre votre temps, surtout, et puis de retrouver voilà, une forme ludique. Peut-être que ce sera plus dans la chambre parce qu'il y a le bébé, donc vous allez vous retrouver dans une autre pièce, dans la salle de bain. Voilà. Jouez un peu avec l'imagination et ne vous mettez pas la pression surtout.
Ça c'est pareil, hein, si vous sentez que ça devient problématique, qu'il y a des peurs, que vous avez besoin d'être rassuré sur le fait que votre périnée il est retrouvé, une certaine tonicité, sur le fait que votre sexe, est-ce que c'est normal comme il est maintenant, bah, c'est pareil, on se voit en consultation, on voit avec la sage-femme et on n'hésite pas à en parler. Et on n'oublie pas la question de la contraception, parce que vous n'y avez pas pensé pendant 9 mois, vous n'y avez pas pensé pendant le temps de projet de bébé, et puis là d'un seul coup la question va se reposer quand même. Donc on a parlé un petit peu de la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée quand on parlait de l'allaitement. Souvent c'est une méthode qui n'est pas suffisante, ou en tout cas voilà, qui est très limitée dans le temps, hein. Donc il va falloir prévoir d'autres choses. En général, dans l'année qui suit un enfant, on est très accaparé par son enfant, on n'a pas du tout envie d'en mettre en route un autre. Sauf que comme on disait, en général, c'est pas là qu'on a la libido le plus au top. Donc ça n'arrive pas très souvent, et quand ça arrive, on n'a pas toujours prévu le coup. Donc on prévoit à l'avance. Au moment de la visite postnatale, on reparlera bien de toutes les options au niveau de la contraception, de tout ce qui, voilà, de tout ce qui s'offre à vous. Donc il y a des méthodes de contraception locale, il existe la symptothermie qui peut être compliquée à mettre en place pendant le suivi postnatal, donc qui demande une bonne formation et un bon accompagnement. Sinon, bah, il y a les préservatifs pour tout ce qui est local. Il y a le diaphragme aussi, donc ça c'est pareil, on en reparlera. C'est une méthode barrière, donc ça c'est pour la femme, ça s'insère au niveau du vagin avec un gel spermicide, et ça permet, voilà, il n'y a pas d'hormones, donc on verra, c'est bien, ça doit être bien utilisé, avec savoir bien le poser, bref, ça s'utilise pas comme ça. C'est pas aussi fiable que les préservatifs, il peut y avoir des échecs, donc on verra un petit peu plus dans quelles conditions ça s'utilise. Mais voilà, ça peut être une option pour pas être que sur le préservatif si on reste sur quelque chose de local. Après, on a le petit stérilet. Donc souvent, on imagine un truc assez énorme. Donc celui-là, c'est le stérilet en cuivre pour les femmes qui ne veulent pas d'hormones. Donc ça peut se placer aussi bien assez vite après la visite postnatale, à 6-8 semaines après l'accouchement, si tout s'est bien passé à l'accouchement. Ça peut se poser un petit peu plus à distance pour celles qui préfèrent. Ça ne modifie pas les cycles, ça ne va pas jouer sur l'allaitement. L'inconvénient qu'il y a, c'est que chez certaines femmes, le cuivre, ça les fait beaucoup plus saigner. Donc si vous avez déjà des règles très abondantes, c'est pas ce qui est recommandé. Si vous n'avez pas des règles trop abondantes, ça peut être une bonne option parce que n'y a pas de risque d'oubli, donc c'est très fiable. Et ça se retire quand on veut, dès qu'on n'en veut plus. Donc voilà pour le stérilet. Après voilà, il y a d'autres stérilets, il y en a avec de la progestérone qui permettent du coup de diminuer les règles. Enfin, chez certaines femmes il n'y en a pas, il n'y a plus de règles. Il existe aussi la pilule à base de progestérone qui est compatible avec l'allaitement. Voilà, donc ça va être important d'y penser avant, d'en reparler pour le prévoir et pour pas se retrouver avec un accident. C'est dans la première année qui suit la naissance d'un enfant qu'il y a le plus d'IVG. Donc autant éviter d'avoir à passer par là et de ne pas traîner et de réfléchir pour avoir vraiment la contraception qui vous convient, et ce ne sera pas forcément la même aussi en fonction de votre histoire, de ce que vous avez essayé, tout ça. Donc voilà, ça c'était pour la contraception. Donc on a vu, voilà. Ensuite, toutes les petites choses, moi, que je vous encourage à faire, vous renseigner dessus, on verra. Il y a le portage qui va être intéressant aussi à voir. Le portage en écharpe, avec l'écharpe à anneaux, par exemple, en sling. Le portage devant. Faites attention au portage, de ne pas porter trop tôt votre bébé. Parce que nous, dans notre culture, on a tendance à porter les bébés devant. Et souvent, ça fait beaucoup de poids sur le périnée. Donc j'ai dit le premier mois, vous évitez les grandes balades. Vous êtes censé rester au maximum tranquille chez vous, allongé. Là, pour le coup, le confinement, c'est parfait.
Voilà, éventuellement votre conjoint il porte votre bébé, mais vous ne portez pas votre bébé trop longtemps au début. Pareil, quand il va devenir lourd, apprenez le plus tôt possible à porter dans le dos. Dès qu'il a 3 mois passés, on peut porter dans le dos, ça permet une bien meilleure posture. Donc pour les rappels de comment ça s'étale un petit peu le suivi après la naissance, vous avez donc, on a parlé des 15 jours où la sage-femme vient faire les visites à la maison. Ensuite, vous avez la visite postnatale qui se fait entre 6 et 8 semaines, où on se revoit, on fait le point, on fait un point au niveau gynéco. On peut regarder son col, on fait le point sur la contraception que vous envisagez de prendre ou pas. Et puis, on va aussi faire un point sur le périnée. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a besoin d'une grosse rééducation ou pas? Je vous donne déjà des petits exercices, des choses à éviter ou à faire pour entretenir et récupérer le tonus du périnée. Donc attention de ne pas reprendre le sport trop tôt, ça dépend des sports, on en discute un petit peu aussi. Et après les 6-8 semaines, on fait une rééducation du périnée, donc il y a plusieurs méthodes. Souvent, les méthodes des sages-femmes, c'est avec de la visualisation, prendre conscience de son périnée pour l'utiliser au quotidien, sans forcer dessus, sans faire... voilà, l'idée c'est de ne pas se retrouver à 50 ans avec votre utérus dans les chaussettes, ou de ne pas vous faire pipi dessus, et de ne pas remplir le porte-monnaie de tous ceux qui font les couches TENA, machin. Donc faites bien attention à votre périnée d'ici là. Et donc la rééducation, elle se fait donc après ces 6-8 semaines. Souvent ça s'étale sur 2 mois. Et une fois que vous avez terminé votre rééducation, ou un peu avant, si la sage-femme ou le kiné vous donne le feu vert, vous pouvez reprendre le sport en fonction de vos sensations. Donc en attendant de faire la rééducation, on n'a dit pas de sport, on ne porte pas de poids. Surtout pas, on ne porte pas plus lourd que son bébé. On fait très attention quand on se lève, alors quand on se voit pendant les consultations, j'ai déjà dû vous le dire, surtout on ne se relève pas comme ça en mode je force sur les abdos et j'appuie tout sur le périnée, mais je me tourne sur le côté, je pousse sur mes bras. Souvent les femmes elles essayent de se relever avec leur bébé dans les bras, non, vous le posez à côté de vous, vous vous relevez et vous reprenez votre bébé avec vous. Voilà, donc tout ça c'est des petites choses que je vous rappellerai quand je passerai vous voir à la maison après l'accouchement. Je vous donnerai des petits exercices de respiration aussi pour soulager un peu le périnée. Mais c'est vraiment important de prendre soin de votre périnée. La rééducation ne se commence pas dans les 6 premières semaines, mais déjà je vous donne des petits exercices à faire avec le souffle, avec des visualisations à faire allonger. Sans effort pour commencer à reprendre conscience de cette zone-là, mais on ne la fait pas travailler, vraiment, on ne fait pas de la gonflette du périnée, quoi. Votre périnée va avoir besoin de temps aussi pour récupérer, pour cicatriser à l'intérieur, donc on ne le sollicite pas trop, surtout ça c'est important, et vous allez sentir que quand vous allez marcher, vous promener, vous allez avoir du poids entre les jambes, donc dès que vous sentez que c'est un peu lourd là, que ça pèse, c'est le signal, je vais m'allonger, je fais mes petits exercices de respiration et peut-être que ça y est, j'ai fait mon quota de position verticale pour la journée. Important aussi de ne pas faire trop de positions assises pour allaiter. La position allongée sur le côté, ça on l'a vu aussi pour l'allaitement, c'est vraiment la plus importante pour soulager votre périnée. Voilà, prenez bien soin de ce périnée. En fait, le temps que vous allez passer allongé, c'est pour vous récupérer, pour le moral, tout ça. C'est aussi pour prendre soin de votre périnée. Et tout ce que vous misez là-dessus, ça va vous permettre de récupérer une sexualité plus facilement. Et comme je disais, de ne pas vous retrouver à 50 ans avec des couches ou avec l'utérus qui est descendu. Donc vraiment important, là vous mettez des billes pour plus tard de votre côté en prenant vraiment soin de votre postnatal. Donc s'il y en a qui veulent aller fouiller un petit peu plus, je vous invite à vous renseigner, à chercher sur tout ce qui se dit, il y en a qui appellent ça le mois d'or, d'autres le 4e trimestre. Vous allez trouver des lectures, vous allez trouver des échanges, il y a plein de choses à dire sur tout ça.
Ben voilà, donc ça c'était, voilà, j'ai dressé un tableau un petit peu noir, j'ai parlé des trucs pas très rigolos, mais vous allez aussi avoir des moments magnifiques. Alors vraiment, c'est un peu comme l'accouchement en fait. Il y a le temps où il y a les contractions, où c'est dur, et le temps où il y a le relâchement, et il y a des temps de pause super agréables. Donc ça va être ça, vous allez avoir des moments qui vont être durs, vous allez avoir envie de tout envoyer valser par la fenêtre, voilà. Et puis d'autres moments où ça va être merveilleux, vous allez regarder votre bébé, vous allez vous dire, mon Dieu, c'est la chose la plus belle qui me soit arrivée, avec son petit visage d'ange là qui... Voilà, ça va vous faire des montées d'ocytocine magnifiques. Vous allez aussi peut-être vous retrouver euh, voilà, à faire des très belles rencontres à ce moment-là, vous découvrir des capacités, des pouvoirs fantastiques. Donc valorisez-vous, faites-vous entourer par les bonnes personnes qui savent aussi vous valoriser, qui vous amènent des cadeaux utiles. Surtout, faites une croix sur tout ce qui est doudou, body, machin, nanana, vous faites votre liste. Aux amis là, dites-leur ah ben non, non, là les 50 000 doudous, le 30e body que j'aurai jamais le temps de mettre de toute façon à mon bébé, ça va aller. Par contre, je veux bien que tu viennes et que tu m'apportes un plat tout préparé. Je veux bien que tu viennes et que tu me fasses 1 heure de ménage parce que ça va me faire plaisir, ou que tu viennes avec un gâteau et que tu me serves un thé pendant que je suis sur mon canapé avec mon bébé. Demandez des cadeaux utiles. N'ayez pas, voilà, n'ayez pas peur voilà, de vraiment vous faire bien accompagner par les personnes autour de vous, quitte à passer un peu pour une hurluberlu, plutôt que voilà, d'être envahi de choses qui vous servent à rien. Voilà, bah écoutez, les dés sont jetés de toute façon, vous verrez un peu quelle histoire vous allez vivre avec votre bébé. Et puis, bah, je vous souhaite plein plein de belles choses. Et puis, bah, on se retrouvera en direct très bientôt.